Les entretiens de CDR, bonsoir pour cette troisième rencontre. Ce soir, nous accueillons Nicolas Framont, donc, qui est un enseignant sociologue qui a travaillé longuement sur les mouvements sociaux. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, et Bonsoir. merci de t'être rendu disponible pour cet entretien. Pour présenter un petit peu cet entretien, je vais introduire Gwen et Louise Michel, qui vont donc nous accompagner pendant cet entretien. Et je vais laisser tout de suite la parole à Gwen d'ailleurs. Bonsoir tout le monde, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc oui, je vous présente rapidement, donc, sociologue, co-rédacteur en chef du magazine en ligne Frustration Magazine, qui est un magazine en ligne gratuit et sans pub. Intéressant parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Il existe depuis 2019, je crois, et il existait avant en formation papier. Exactement. Et donc, vous êtes aussi le co-auteur, puisqu'on a dit qu'on se tutoyait, le co-auteur du livre paru en 2020, La guerre des mots, combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie, avec le journaliste Selim Derkaoui. Et ce livre nous a vraiment semblé très intéressant par plusieurs aspects, et entre autres déjà dès le titre, puisqu'il y a le mot bourgeoisie dans le titre. Et finalement, c'est assez surprenant et intéressant parce que ce mot, il a tendance à avoir assez disparu du vocabulaire de la plupart des journalistes, des éditorialistes et compagnie de ces dernières décennies. Et vous n'hésitez pas, vous le mettez dans le livre et même dans le titre. Donc déjà, c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien revenir. Pourquoi remettre ce mot et en quoi il est important de mettre ce mot justement dans le titre et d'en parler? Alors, sur la question de la bourgeoisie, c'est vrai que toute une partie du travail de frustration notamment, c'est de remettre à jour quelque chose qui n'a pas disparu, qui existe toujours, mais c'est juste qu'on n'en parle plus, qui est la lutte des classes. Derrière ce concept qui semble un peu daté, en réalité, pour nous, il y a ce qui explique une grande partie des phénomènes sociaux, ce qui expliquait des mouvements sociaux, comme celui des Gilets jaunes, par exemple, c'est l'antagonisme entre deux grandes classes sociales, même si on verra qu'il y en a d'autres, hein, mais notamment l'une d'entre elles, la classe dominante, c'est la classe bourgeoise. Et effectivement, on n'entendait plus trop parler de ça parce que ça semblait être une analyse datée qui décrivait des rapports sociaux d'antan. Mais en réalité, ce qu'on regarde quand on voit le système économique dans lequel on vit, le capitalisme, c'est que les choses n'ont pas évolué. Et d'ailleurs, les grandes familles riches qui règnent sur la France, souvent règnent sur la France depuis le 19e siècle ou au cours du 20e siècle. Donc la bourgeoisie, c'est une classe sociale, et donc on a vraiment tenu à réaffirmer ce terme-là. Et dans le livre, on essaie de lui redonner une consistance, c'est-à-dire expliquer pourquoi c'est important de dire la bourgeoisie et pas simplement les riches, par exemple, pour désigner la classe dominante. Parce que la bourgeoisie, c'est pas seulement la richesse, c'est aussi le pouvoir, et c'est le pouvoir en particulier sur le travail des autres. Voilà, ça c'est un premier aspect qui nous était cher, c'est en utilisant le terme bourgeoisie, on montre qu'il y a des rapports d'exploitation dans notre société, basés sur la récupération du travail des autres, et c'est ça qui donne cette richesse à cette classe sociale, voilà, et qui n'est donc pas que riche, qui est aussi une classe sociale qui s'entretient, qui a des réseaux, qui fait gaffe à l'éducation de ses enfants pour se reproduire à travers le temps. Voilà pourquoi, dans un premier temps, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ce serait un peu ça que je dirais. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, oui, effectivement, il y avait un peu l'idée que c'était une analyse datée. Et la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est qui a intérêt à ce qu'on pense ça, que l'analyse du fait qu'il y ait plusieurs classes, qui a intérêt à ce qu'on pense que c'est daté et que en fait c'est plus bon et ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui? Pour le coup, vraiment la bourgeoisie, puis ses alliés, c'est-à-dire nous on appelle ça la sous-bourgeoisie, mais on va dire c'est toute la classe d'intellectuels, de cadres, de journalistes qui gravitent autour de la bourgeoisie, qui en dépendent d'une certaine façon. Tous ces gens-là, ceux qui ont le pouvoir idéologique, le pouvoir politique, le pouvoir économique, ont intérêt à invisibiliser leur propre domination sur nous. Et donc évidemment, le meilleur moyen d'invisibiliser une domination, c'est d'empêcher même de penser à l'existence même d'une domination. Et donc, pour ça a passé par une série de contrefeux. Hein. Le premier, ça a été de dire qu'il n'y avait plus de classe sociale, qu'il y avait une grande classe moyenne dont on faisait tous partie. Ça, je trouve que c'est un argument qui a été puissant. C'est-à-dire que quand vous demandez aux gens autour de vous, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils font partie de la classe moyenne. Ils ne vont pas dire qu'ils font partie de la classe ouvrière, ils ne vont pas dire qu'ils font partie de la classe laborieuse.
Et les bourgeois eux-mêmes ont tendance à se dire classe moyenne, parce que les bourgeois, ils se sentent toujours moins riches que leurs amis bourgeois. Parce que vu que c'est une classe sociale où il y a de grandes inégalités de revenus, ils ont tendance à pas se sentir bourgeois. Alors pourtant, au plus profond d'eux-mêmes, ils se sentent supérieurs à nous, vous voyez. Pour nous empêcher de critiquer la domination, eh ben, on nous retire les concepts qui permettent de la penser. Voilà, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer de voir la vie autour de nous telle qu'elle est, violente, etc. Mais on n'aura plus les grilles de lecture pour le faire. Et ça, depuis les années 80, tout le monde s'y est mis, hein, c'est-à-dire évidemment la gauche a arrêté de parler de lutte des classes, la gauche de gouvernement, dite de gouvernement, le Parti socialiste, même le Parti communiste s'est arrêté de parler de classe sociale. Vous écoutez Fabien Roussel, il ne vous parle pas de la bourgeoisie en permanence, c'était le cas de ses prédécesseurs. À la place, donc comme je vous l'ai dit, il y a cette idée qu'on ferait tous partie d'une grande classe moyenne, qu'il n'y aurait plus de rapport de domination, ce qui est entièrement faux, hein, tout le monde peut le constater. Puis deuxième grille de lecture qui s'est substituée à la lutte des classes, eh bien c'est toutes celles qui sont développées notamment par les Le Pen, les Zemmour, c'est de dire que le clivage en France, c'est pas un clivage de classe, c'est un clivage de race. C'est un clivage entre les féministes et les autres, entre les LGBT et les autres, etc. Et je trouve que chez Zemmour, on en voit la plus parfaite expression, parce que si vous écoutez le discours de Zemmour, il va vous parler en continu des Arabes, des LGBT, des femmes. Mais par contre, quand il s'agit d'économie, alors là, il porte un programme très, très néolibéral, très capitaliste. Et donc, on voit bien que chez lui, le tour de passe-passe, c'est pour ça qu'il est soutenu par Bolloré, hein, ça consiste à vraiment diviser les gens entre eux et continuer plus violemment encore le travail de conversion de la France au néolibéralisme le plus violent. Sans vouloir t'arrêter, parce que là on a déjà balayé pas mal de sujets en fait. Alors, je vais laisser la parole à Louise dans un instant, mais il y a une remarque qui peut être faite, c'est-à-dire que le fait d'effacer dans le langage peut-être la considération qu'il y ait différentes classes antagonistes, c'est une victoire effectivement de cette classe bourgeoise. Sauf que cette bourgeoisie-là, je reprends, ça m'a fait rappeler la citation de Warren Buffett que tu dois sûrement connaître. C'est-à-dire qu'il y a une guerre des classes. Cette guerre, elle est déclarée, elle est connue, et c'est nous, la classe des riches, qui sommes en train de la gagner. C'est-à-dire que cette conscience de guerre des classes, elle est toujours présente dans l'esprit de la bourgeoisie ou de la post-bourgeoisie, de la néo-bourgeoisie, appelons-la comme on veut. Et les prolétaires, par contre, sous le coup de l'effacement que tu soulignes un petit peu par le langage et par le fait qu'effectivement des partis de gauche en particulier aient abandonné ce lexique et cette grille de lecture du monde, eh bien, on a désarmé en fait les gens. Donc, j'aimerais que tu reviennes un petit peu là-dessus. Je pense que Béranger t'a bien dit les choses, effectivement. Warren Buffett, ce milliardaire américain qui avait dit, c'était vraiment très provocateur, il avait dit bien sûr qu'il y a une lutte de classe et c'est ma classe qui la gagne tous les jours, voilà. Il a dit ça dans les années 2000, vraiment à un moment où plus personne ne parlait de classe sociale. C'est-à-dire que depuis, les choses se sont améliorées. Donc effectivement, la bourgeoisie, elle a une conscience de classe. Ça, notamment, les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot l'ont bien montré. C'est-à-dire que ces gens, ils ont conscience de leur classe sociale, ils ont conscience de leur intérêt de classe, et ils font tout pour les préserver, et ils en parlent entre eux, ils ont des clubs pour se rassembler, pour en discuter, ils font le choix des écoles, enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour se perpétuer dans le temps. Donc eux, évidemment, ils sont au courant. Effectivement, le problème vient des autres, en particulier de la classe, ce que nous, on appelle la classe laborieuse, c'est-à-dire qui compte principalement les ouvriers et les employés, les travailleurs, autrement dit, et les travailleuses. Bon, là, l'effacement, il est lié à l'effacement de la représentation politique et même culturelle de cette classe-là. C'est-à-dire que pendant toute une partie du XXe siècle, à force de travail, il y avait une conscience de classe ouvrière avec ses partis politiques, ses syndicats, ses films, ses livres. Et ça, effectivement, ça a été très attaqué. Puis aussi ces lieux de sociabilité, ces clubs de sport, etc. Tout ça a été très attaqué, je pense que vous voyez bien, hein, depuis les années 70-80. Et puis les principaux représentants ont complètement délaissé cette classe-là. Et je pense que cette déconnexion, elle culmine pour moi au moment du mouvement des Gilets jaunes. Vous avez un mouvement social de classe clairement identifié. Et vous avez tous les représentants traditionnels du mouvement ouvrier qui s'en détachent, ou en tout cas qui n'affichent pas leur soutien. Mais pas tous, effectivement, mais quand même, on va dire, quelques canaux historiques, en tout cas, n'ont pas fait leur travail. Donc, quand vous êtes plus représenté dans l'espace politique et quand vous êtes plus représenté dans l'espace culturel, vous n'avez pas de repères qui vont vous faire dire, voilà qui je suis. Et même l'effacement du mot classe ouvrière, a conduit à l'effacement de cette identité de classe.
Pour autant, l'identité de classe, elle subsiste. Je pense que tout le monde dans la population française a conscience de la déconnexion entre les plus riches et le reste de la population. Tout le monde vit dans sa chair la difficulté du travail, l'exploitation. C'est juste qu'il n'y avait pas de vocabulaire unifiant pour le faire. Donc nous, ce qu'on essaie de faire à Frustration, et ce qu'on a essayé de faire dans notre livre, c'est de contribuer à redonner ce vocabulaire unifiant, ces termes, ces repères idéologiques. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui nécessitera aussi des organisations syndicales, des organisations politiques, pour qu'enfin on se sente représenté, on se sente aussi fort que les bourgeois se sentent en tant que classe sociale. Un vaste projet. Je trouvais ça intéressant. C'est vrai qu'à plusieurs moments dans le livre, vous revenez justement sur le mouvement des Gilets jaunes de manière souvent assez courte, assez rapide, mais on a l'impression que ça évoque pour vous comme l'ouverture un peu d'impossible. C'est-à-dire, en fait, de quelle manière ça vous questionne finalement le mouvement des Gilets jaunes et pourquoi vous l'amenez comme ça dans le livre, souvent vers les conclusions de chaque partie pour évoquer ce qui permet de remettre en question En fait, les mouvements sociaux, c'est des périodes qui marquent quand même la montée d'une conscience de classe. Et en France, depuis 10 ans, il y en a quand même un certain nombre. Mais le mouvement des Gilets jaunes, lui, il était intéressant parce que ça a été un mouvement de conscience de classe forte, je trouve. Enfin, c'est-à-dire que dans les ronds-points, etc., tels que les gens s'exprimaient, il y avait quand même un ressenti de classe, notamment par rapport à la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il y avait le partage d'une commune condition financière qui était bloquante dans sa vie quotidienne. Donc il y a eu l'émergence d'un discours, il y a eu l'émergence de nouveaux slogans, qui n'étaient pas des slogans habituels. Je sais pas, je pense au slogan « On est là », qui est quand même un slogan de classe absolument génial, quoi. On est là, même si Macron le veut pas, pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur. Enfin, il y a quand même tous les éléments historiques d'une conscience de classe sont réunis dans ce slogan. Le on et puis la question de l'honneur, la question des travailleurs, enfin bref. Donc c'est pas que ça me questionne, c'est que ça m'enthousiasme en fait. Moi-même j'y ai participé, voilà. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu un sentiment d'appartenance sociale comme j'en avais pas eu avant. Donc il y avait cet aspect-là. C'est un mouvement qui était très fort, aussi très populaire. Et puis c'est un mouvement qui s'est affranchi, ou en tout cas qui n'était pas lié aux canaux habituel du mouvement social. Et donc, du coup, ça lui donne un potentiel parce que, du coup, ça crée des inconnus dans l'histoire du pays. Voilà. C'était pas quelque chose d'attendu, ces formes sont pas attendues. Voilà. Après, pour l'instant, ça a débouché sur rien de très concret, mais je pense que c'est un précédent historique qui est intéressant. Comment tu expliques à ce point que les syndicats, les partis de gauche aient été aussi déconnectés d'un mouvement populaire assez spontané, en fait, et que tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils se sont même détachés assez rapidement parce que quand ils ont vu que le mouvement des Gilets jaunes était un peu hors contrôle, parce qu'il brisait toutes les règles de la contestation sociale avec les grèves les manifestations bien déclarées, même si on est rentré dans ce jeu-là avec les Gilets jaunes, mais au préalable, comment tu expliques en fait la distance énorme qu'il y a eu entre les mouvements, entre les institutions contestataires, sociales de gauche et le mouvement populaire des Gilets jaunes. Comment il y a pu avoir autant d'écart entre les deux en fait? Alors, il faudrait distinguer évidemment les organisations, etc. Parce que en fait, la sociologie des partis politiques et la sociologie des syndicats, c'est pas la même que celle des Gilets jaunes. En fait, voilà, l'explication pour moi, elle est principalement sociologique. C'est quand on regarde la composition des partis politiques, des cadres politiques, c'est des gens qui sont plutôt de classe, on va dire sous-bourgeoise. Hein, c'est pas la grande bourgeoisie toujours. Enfin, ça dépend. Dans le parti de Macron, si évidemment, mais dans les partis de gauche, c'est pas la bourgeoisie, mais on va dire c'est plutôt. Mais en général, les partis politiques en France, tels qu'ils ont évolué globalement, se sont élitisés par rapport aux années 50-60, où vous aviez des partis politiques qui avaient une composition très populaire. Si vous regardez le Parti communiste actuellement, je veux dire, ça n'a plus rien d'un parti ouvrier, mais au contraire, c'est un parti très parisien, voilà, relativement bourgeois, en tout cas dans ses cadres dirigeants, parce que bien sûr, les militants de base, c'est toujours différent. Donc déjà, il y a cette déconnexion sociologique, c'est-à-dire, il n'y a pas d'inter-reconnaissance entre les Gilets jaunes et cette sociologie des partis politiques, qui est plutôt des gens diplômés et puis pas dans des métiers ouvriers ou employés. Et au niveau syndical, là, l'explication, je pense qu'elle est encore plus compliquée. C'est que les syndicats se sont bureaucratisés, ça tout le monde le sait.
Et qui dit bureaucratisation dit en interne des gens qui ont des intérêts autres que la révolution, quoi, globalement. Donc, en fait, le premier réflexe de gens qui sont habitués à gérer leurs petites affaires internes et tout, quand ils voient un mouvement social, c'est « Ouh là là, ça va être le bordel, on ne sait pas quoi en faire ». Enfin voilà, c'est-à-dire qu'une organisation bureaucratisée, c'est une organisation qui n'a pas intérêt à une révolution ou à un mouvement social, globalement. Et c'est pas la première fois qu'on observe ça. De toute façon, généralement, quand il y a des mouvements sociaux qui réussissent en France, en tout cas qui s'étendent, ils le font hors de contrôle des syndicats, qui sont généralement bien embarrassés. Et ça, c'est lié à la façon dont ils ont évolué. La CGT, au début du XXe siècle, c'était un syndicat qui prônait la révolution et qui faisait tout pour le mettre en œuvre. On voit bien que ça a changé pour plein de raisons qui ne sont pas propres à la volonté et à la méchanceté des gens. C'est juste que les objectifs ne sont plus les mêmes, quoi. Voilà quelques explications, je pense. Peut-être pour revenir un peu sur le livre aussi, et ça poursuit là la discussion. Ce qui est intéressant, et je trouve que là, pour le coup, le fait d'essayer de dessiner un fil historique autour de ça, pour en arriver à penser la situation d'aujourd'hui, c'est ce que vous avez comme mot avec du coup Selim Derkaoui, sur les moments en fait de révolte et de quelle manière en fait ces personnes révoltées, donc à différents moments en France, ont tendance à avoir construit leur révolte de classe quelque part dans un paysage autre que la question des partis, autre que la question partisane. Et c'est vrai que j'ai trouvé intéressant ce fait de pouvoir se dessiner ce fil historique et comprendre en fait à travers ça en quoi les Gilets jaunes peuvent aussi éveiller un certain espoir, parce que finalement, il y a cette recherche, il y a cette fermeté à ne pas vouloir se situer dans le jeu de partisans et ne pas s'y soumettre, en fait, en quelque sorte aussi. Oui, tu fais référence dans le livre. Effectivement, on a une petite partie historique sur la question. En fait, pour moi, c'était important de revenir un peu à l'origine du mouvement ouvrier. J'aime bien lire voilà, des bouquins d'historiens sur le 19e siècle, c'est-à-dire vraiment quand la conscience de classe s'est formée, parce que du coup, ça permet aussi de se demander comment on fait maintenant. Et en fait, ce qui m'a quand même surpris, c'est de voir, surpris, oui, c'est pas quelque chose qu'on dit beaucoup, mais en gros, pendant longtemps, le mouvement ouvrier, il se situait pas sur un clivage droite-gauche. Pour lui, le clivage droite-gauche, c'était un clivage bourgeois, quoi. Ça le concernait pas. C'était le clivage du Parlement bourgeois, des gouvernements bourgeois. Il se mettait pas là-dedans. Et donc, en fait, il opposait au clivage droite-gauche, on va dire un clivage horizontal, un clivage vertical de classe. Et puis, petit à petit, le clivage de classe s'est mis dans le clivage droite-gauche, c'est-à-dire qu'en France, ce sont les partis de gauche qui se sont mis à porter les intérêts de la classe ouvrière. Et puis, le problème, c'est que petit à petit, ces partis se sont mis à de moins en moins porter ces intérêts, jusqu'à les trahir clairement, parce que la SFIO de Jaurès est devenue le Parti socialiste de Hollande, donc on voit qu'elle a complètement changé. Et donc, du coup, le clivage droite-gauche, c'est pas pour rien que de moins en moins de gens s'y retrouvent. Même si pour autant, ça peut avoir un sens, mais je veux dire, ça a tellement été vidé que nous, par exemple, on l'utilise plus, la frustration. Enfin, parce que qu'est-ce que ça veut dire être de gauche? Moi, évidemment, je serais capable de mettre un sens. Je dirais, pour moi, être de gauche, c'est ça, ça, ça et ça. Mais bon, ça veut dire que je me mets sur le même clivage que Manuel Valls. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, le rejet des formes politiques traditionnelles, c'est aussi le rejet d'un clivage comme ça, et c'est la volonté d'affirmer d'autres clivages, dont le clivage de classe. Je pense qu'il y a eu cette tentative dans les Gilets jaunes, pas que, parce que le mouvement des Gilets jaunes, il est très divers. Donc, c'est vrai que dans le livre, on le réduit à un truc très, très social, mais il n'y a pas que ça dans le mouvement des Gilets jaunes. Et je voulais te demander, je voulais revenir, puisque là, tu as utilisé l'expression classe ouvrière, et tu l'avais déjà utilisé tout à l'heure lors du début de la discussion. Et il me semble, moi, que c'est déjà un problème. C'est que quand on parle de classe ouvrière aux gens, ils ne s'y reconnaissent pas. Et c'est logique parce que dans classe ouvrière, on entend ouvrier et tout le monde n'est pas ouvrier. Donc effectivement, comme tu l'as dit, il y a aussi les employés. Bref, donc est-ce que il faudrait pas déjà essayer de changer cette expression pour qu'elle parle vraiment aux gens qui sont concernés? Je sais pas, est-ce que classe laborieuse, par exemple, ça englobe davantage de personnes? Est-ce que ça pourrait pas parler à plus de gens? Parce que finalement, donc la distinction, c'est donc la classe bourgeoise qui n'a pas besoin de travailler pour vivre, puisqu'elle possède par exemple les moyens de production, et la classe laborieuse, eux, donc nous tous, qui sommes obligés de travailler pour vivre. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Oui, oui, exactement. Et nous, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on utilise le terme classe laborieuse dont tu parles pour toutes les raisons que tu évoques. Hein, donc, tu as tout expliqué. Le problème de classe ouvrière, c'est qu'il est trop restrictif en termes de profession. C'est vrai que les métiers ouvriers ont longtemps réuni beaucoup de gens et beaucoup de gens s'y identifiaient, mais quantitativement, ça a baissé. Ça reste un groupe très important, c'est quand même 20% de la population, les ouvriers. Mais c'est sûr que le groupe concerné, en fait, il est plus vaste. Donc nous, on utilise classe laborieuse et on s'est mis à utiliser ce terme parce que, par exemple, aux États-Unis, le mouvement socialiste utilise le terme de working class, qui est vraiment un terme courant, et on s'est dit c'est pas mal parce que working class, ça veut dire la classe qui travaille, quoi, en opposition aux riches et à la bourgeoisie qui, elle, profite du travail des autres. Donc nous, voilà, on a tenté cette traduction de laborieux, effectivement. Donc nous, on dit la classe laborieuse. Et effectivement, là, j'ai utilisé classe ouvrière parce que je parlais un peu plus du passé. Mais à l'heure actuelle, oui, je pense qu'il faut parler classe laborieuse et que c'est un terme qui permet beaucoup plus d'identification de beaucoup plus de monde, y compris même des professions intellectuelles. Hein, je veux dire, même les profs, vu comment ils sont payés, vu comment ils sont traités, pour moi, ils font partie de la classe laborieuse. Enfin, c'est pas simplement les gens qui font des choses avec leurs mains, c'est tous les métiers où on s'use pour que finalement les choses soient exploitées par d'autres gens. Et peut-être, je me permets une petite incursion, mais avant de revenir peut-être à tes ouvrages ou à la vision que tu as développée dans Frustration Magazine et dans tes ouvrages, mais le fait de en fait, on tente une dénomination, d'après ce que je comprends, ce que tu es en train de dire, c'est que Mhm. le fait de redonner un dénominateur commun, enfin déjà de nommer les choses, parce que nommer les choses, c'est les faire exister. Euh, la classe laborieuse, je pense qu'il y a des gens peut-être qui se sentent pas encore concernés, parce que là, tu prenais l'exemple des enseignants. Est-ce qu'un enseignant qui a fait en général, je sais pas si c'est un enseignant en collège, lycée, dans le secondaire, il a au moins bac+4. Est-ce que lui, voire bac+6, est-ce que lui peut se sentir vraiment en adéquation avec des ouvriers, avec des gens qui ont un niveau CAP, le BEP n'existe plus, mais qui ont un niveau CAP par exemple. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, parce que en voulant agréger et en trouvant le terme de la nouvelle classe ouvrière, c'est un peu ce qu'on essaie de dire. Est-ce que vraiment, voilà, on va réussir à agréger des gens aussi différents, tant dans les métiers donc manuels que tu soulignais ou intellectuels. Moi, quand j'entends classe laborieuse, j'entends effectivement des gens qui subissent un peu le travail, en fait. Et un professeur, je pense, se dit ne pas subir le travail, même s'il a des conditions. Je te rejoins tout à fait. Il a des conditions de travail qui sont très pénibles la plupart du temps. C'est compliqué, donc peut-être que le fait de renommer les choses correctement remettrait une base commune à toute cette classe laborieuse, on va l'appeler comme ça, puisque c'est comme ça que tu la dénomines jusqu'à maintenant. Comment avancer en fait? Bah oui, oui, le risque que tu pointes, moi je pense qu'il est vrai, et d'ailleurs c'est ce à quoi on assiste, c'est-à-dire que globalement, euh, particulièrement en France, ceux qui sont un peu diplômés ont tendance à se désolidariser des autres. Mais souvent, en fait, leur prétention est quand même un peu gâchée par la réalité. Enfin, moi, j'ai fait 5 ans d'études de sociaux et de philo. Je me suis retrouvé à enchaîner des CDD ultra précaires, ultra mal payés quand même par rapport au salaire médian. Mais clairement, il y a toute une partie des personnes diplômées qui font pas partie de l'élite du tout. Parce qu'en fait, les diplômes, ça s'est massifié. Et je veux dire, quand on a fait l'université, en fait, on ne devient pas un privilégié. D'ailleurs, même on peut être très très précarisé. Et il y a toute une partie des gens qui sortent, même des gens qui font des doctorats, qui se retrouvent super mal traités. Pour autant, ils ont quand même cette prétention de se dire, oui, mais c'est différent. Et je suis d'accord avec toi. Et du coup, ça crée de la désolidarisation. Et je pense que moi, faut lutter contre ça. Faut lutter contre toute forme d'élitisme en fait, parce que l'élitisme ça divise la population. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que in fine, même si on a des diplômes, ben, on est un travailleur ou une travailleuse qui subit un rapport d'exploitation. Même quand on travaille dans le public, les gens qui travaillent dans le public voient très bien comment ils subissent un rapport d'exploitation. Moi, je travaillais à l'université. L'université, c'est une institution où vous avez une petite élite composée de grands professeurs d'université qui font quasiment pas leurs cours et qui font gérer l'afflux d'étudiants par des précaires, des vacataires, etc. Donc là, il y a un rapport d'exploitation aussi. Alors comme ça, on se dit, bah non.
Et en fait, quand on creuse, il y a plein d'institutions comme ça où on subit des rapports d'exploitation par une petite élite qui est rattachée à la bourgeoisie. Donc nous, on essaie de trouver ce dénominateur commun et le documenter à chaque fois que c'est possible. Euh, mais effectivement, il y a des gens qui sont au milieu du gué. Il y a des catégories sociales qui savent pas trop où se mettre parce qu'à juste titre, elles sont un peu au milieu. Quand vous êtes avocat, vous pouvez choisir de bosser pour la bourgeoisie à fond et de vous faire plein d'argent, ou de bosser pour la classe laborieuse dans des trucs moins nobles comme le droit du travail, etc., l'aide aux migrants, enfin, ce que vous voulez. On a vu de brillants avocats devenir porte-parole des Gilets jaunes, je pense à François Boulot, mais effectivement, on peut être au milieu du gué, comme tu dis. Ouais. Voilà, et là, dans ces cas-là, c'est une affaire de choix. Mais la plupart d'entre nous, on n'a pas le choix. En fait, on est de fait dans une situation d'exploitation, on l'a subi et on essaie de se battre contre. Et après, il y a ceux qui ont le luxe du choix. Et le mieux, c'est qu'ils aillent, qu'ils suivent leur conscience. Mais bon, c'est rare hein, qu'ils fassent le bon choix. Mais je veux dire, ce qui est important sur cette histoire de classe laborieuse, c'est de voir que c'est un groupe très majoritaire qui finalement a, en comparaison de la bourgeoisie, beaucoup de points communs. Nous, on prend toujours l'exemple de la courbe des revenus alliée dans le livre. Hein. Quand vous voyez comment sont répartis les revenus en France, globalement, ça monte comme ça. Et puis, hop, quand vous arrivez vers les 10% les plus riches, 5%, bam, ça monte d'un coup. C'est-à-dire que la bourgeoisie, on voit que dans leur petit coin de mon schéma, là, ils ont des conditions de vie qui n'ont aucun rapport avec les nôtres. Et que nous, même si entre le SDF et le cadre moyen ou le prof, il y a des énormes écarts, bah, on se situe dans les mêmes ordres de grandeur. Et donc, ça fait qu'on a quand même des gros points communs. Que par exemple, on a tous intérêt à avoir des services publics et un hôpital public. Or, la bourgeoisie, ils sont à un stade où ils s'en foutent. Hein. Leur carte vitale, je ne sais pas s'ils la sortent souvent, parce que de toute façon, ils payent direct pour leur santé. Mais nous autres, en tout cas, on a ce point commun-là. Donc, c'est toujours chercher des dénominateurs communs autour de cette classe laborieuse. Mais j'admets que c'est un peu une création. C'est une création sociologique. Effectivement, on peut aussi tout à fait diviser la société différemment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet politique que ça peut produire. Et puis moi, je me situe dans une perspective où j'utilise la sociologie pour penser à un changement de société. Mais peut-être ouais, sur les clivages du coup qui existent en fait au niveau de cette classe laborieuse, c'est vrai qu'on a évoqué la manière dont finalement les propositions partisanes qui ont lieu aujourd'hui peuvent ne pas du tout aider à se situer comme faisant partie d'une même classe et en fait nous invitent peut-être à se situer sur un schéma qui est celui d'une classe qui est extérieure à nous. Mais tu évoques également vous évoquez également d'autres brèches en quelque sorte, dont les rapports qu'on peut être invité à avoir les uns envers les autres en fonction de notre classe et par rapport à ces postures, je dirais, des intellectuels. Et pour le dire plus simplement, la tendance en fait à prendre les gens plus ou moins pour des idiots suivant ce qu'ils font dans leur vie et suivant les études qu'ils ont pu faire et la pratique qu'ils font, et en quelque sorte la dévalorisation du travail manuel en fait. Ah oui, oui. C'est vrai qu'on a parlé de ça dans le livre, alors bon, c'est pas du tout le cœur du sujet, mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur quand même. C'est cette façon quand même dont effectivement on décrit la société en termes de compétences, en termes de... En fait, on classe les gens en fonction de leurs valeurs. Et ce classement, il valorise énormément les professions dites intellectuelles et les professions dites manuelles. Et je précise ça parce qu'en réalité, toute profession est intellectuelle. Même quand vous travaillez à la chaîne, vous utilisez votre cerveau, vous cherchez à améliorer votre travail. Enfin, voilà. Mais il y a un vrai, je pense, c'est un énorme obstacle qui est le dénigrement de toutes ces professions dites pas qualifiées. Encore une fois, je dis pas qualifiées parce que en fait, toute profession est qualifiée et des choses que font je sais pas moi, des bûcherons, des agriculteurs, j'aimerais bien voir des énarques le faire. Vraiment, j'aimerais bien le voir. Mais donc, il y a ce dénigrement-là qui légitime d'ailleurs le pouvoir de la bourgeoisie, parce que du coup, la bourgeoisie, elle dit pas simplement je règne parce que je crée des emplois, elle dit aussi je règne parce que je suis compétente, parce que je sais. Parce que je sais. Et tout le pouvoir de la science économique actuellement, enfin de la dite science économique, c'est de nous dire cette réforme est nécessaire parce qu'on sait. Ayez confiance en nous, c'est nous qui avons les diplômes, c'est nous qui pouvons décider pour vous. Et ça passe par aussi l'idée, donc ça, il y a déjà deux croyances pour moi qu'il faut dégommer, c'est la croyance dans l'idée que les élites sont compétentes. Non, elles font croire qu'elles sont compétentes, elles mettent tous les signes de la compétence, mais quand vous discutez vraiment avec eux sur les effets de leur réforme, en fait, elles ne maîtrisent pas du tout les détails, c'est juste des postures idéologiques. Ça, c'est le premier truc qu'il faut dégommer.
Il faut vraiment se dire que les énarques, c'est souvent des cons, c'est vrai, hein, qui feignent la puissance intellectuelle, mais qui sont des gens étroits d'esprit, ça se confirme à chaque fois. Et puis, deuxième croyance qu'il faut dégommer, c'est l'idée que le peuple, et que surtout les ouvriers et les employés, sont des beaufs incultes qui ne seront pas capables de prendre leur destin en main. Et ça, ce qui est terrible avec cette idée, c'est que c'est pas simplement les bourgeois qui ont cette idée sur la classe laborieuse, c'est aussi les membres de la classe laborieuse qui ont cette idée sur eux-mêmes, qui se disent bah moi je suis pas compétent, moi je sais pas, moi je suis trop bête. Voilà, moi j'entends ça tout le temps et je trouve ça vraiment hyper dommage. Et pour moi, il y a une responsabilité de tous ceux qui se battent d'arriver à donner cette confiance collective dans la compétence de chacun, quoi. Enfin, tout le monde peut et tout le monde doit. Enfin, c'est le principe d'une démocratie. Aucune démocratie ne doit classer les gens en fonction de leurs soi-disant compétences, si tant est que ça existe. Voilà. Dit, ça me faisait penser au fameux, bon, il y a les gens qui ont réussi et puis il y a les gens qui ne sont rien. C'est tout à fait ça, en fait. Et c'est vrai qu'il faudrait réussir maintenant à changer ce point de vue dans la tête des gens et même dans notre propre camp, parce qu'effectivement, c'est pas gagné. Et c'est peut-être le boulot le plus important à faire. Est-ce qu'en fait, le fait d'avoir dévalorisé un petit peu les métiers manuels depuis qu'on a massifié l'accès aux études universitaires que tu mentionnais tout à l'heure, ça a été absolument contre-productif et même en termes individuels. C'est-à-dire que on voit bien que des gamins qui sortent du système scolaire en échec, souvent, moi, personnellement, j'en ai rencontré quelques-uns, mais qui sortent du système scolaire en échec et qu'on oriente vers des voies dites de garage, vers des métiers manuels, vers des métiers où on n'utilise pas son cerveau, etc. Ça a créé des frustrations. Et là, je reviens sur Frustration Magazine, quel enchaînement formidable. Mais en tout cas, je veux dire, au niveau individuel, on voit bien que dans la société capitaliste telle qu'elle est organisée actuellement, la société capitaliste fonctionne parce que les gens prennent beaucoup sur eux, en fait. Et cette capacité qu'ils ont d'encaisser les coups, d'encaisser la vie, d'encaisser le labeur, le travail qui est mal rémunéré, qui est mal considéré, en fait, c'est nous qui tenons ce pays à bout de bras, en fait. Ce sont les classes laborieuses. Je vais garder ton vocable, Nicolas. Est-ce qu'on pourrait pas faire la jonction entre les individus, les parcours individuels? On vit dans une société hyper individualiste que le capitalisme a atomisé, pour reprendre les mots de Chomsky à une époque. Et comment on peut refaire le lien entre les parcours individuels et l'effet de masse, l'effet de foule que les gilets jaunes, à un moment, voilà, ont permis d'exprimer fin 2018? Eh bien, oui, tu as parlé du titre de Frustration, mais nous, vraiment, si on a choisi ce titre, c'était exactement pour être dans cette démarche-là. C'est de se dire, nous, on veut que la critique sociale qu'on fait, elle soit incarnée et qu'elle parle aux situations individuelles. Et ce qui est légitime d'ailleurs, enfin, qu'on vive dans une société individualiste ou pas, c'est nécessaire de faire ce lien entre ce qu'on vit personnellement et l'idéal de société qu'on porte. Parce que si on ne fait pas ce lien, bah, c'est juste une abstraction, quoi, c'est juste une vue de l'esprit, et du coup, ça parle à personne. Et souvent, d'ailleurs, les grandes idées politiques très désincarnées et floues, bah, ça ne parle pas à grand monde. Ce qu'il faut, c'est faire ce lien-là. Et donc, bah, nous, on essaie de le faire avec Frustration. Et nous-mêmes, d'ailleurs, quand on a commencé à fonder ce magazine avec des amis, ce qu'on voulait, c'était travailler sur notre propre colère, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on a autant la rage alors qu'on vient de finir nos études, qu'on entre dans le monde professionnel, on a déjà hyper la rage, il y a des trucs qui vont pas, voilà, on veut parler de ces trucs qui vont pas. Ça a commencé comme ça, en assumant que ça venait d'une envie individuelle. Et puis maintenant, on a des gens qui nous écrivent, on a une rubrique qui s'appelle Vos frustrations. En gros, on demande aux gens s'ils ont envie de témoigner d'un truc qui leur est arrivé et qui est un témoignage dans lequel d'autres gens vont pouvoir se retrouver, quoi. C'est-à-dire une injustice au travail, une injustice scolaire, et on fait le lien entre l'individuel et le collectif. Donc pour moi, ça c'est un peu la solution, c'est de le faire. Alors bon, un média, ça suffit pas, il faut que des organisations le fassent. Les Gilets jaunes, bah, ça faisait beaucoup ça, parce que ça a été tout un tas de discours enfin entendus à la télé. Alors ça a duré qu'un temps, hein, parce qu'ensuite les journalistes sont revenus à leurs bonnes vieilles habitudes. Mais voilà, au moins ça apparaissait à l'écran et du coup il pouvait y avoir une identification. Parce que c'est vrai que j'en reviens au problème médiatique. Les médias, c'est pas simplement des choses qui nous informent sur ce qui se passe, c'est des choses qui nous donnent une représentation de la société et donc de nous-mêmes. Et moi, je suis fasciné de voir comment on est aliéné, au sens où on est coupé de nous-mêmes, parce que dès que vous allumez la télé, c'est un bourgeois qui vous raconte ses problèmes. Enfin, franchement,
n'y a pas une émission pour rattraper l'autre. Si vous mettez Hanouna, vous avez 6-7 bourgeois qui donnent leur avis sur tout, qui se blaguent entre eux, etc. Voilà. Même s'ils font genre, ils ne sont pas des bourgeois, c'est quand même toujours des bourgeois, si vous regardez bien leur origine, leur recrutement. Quotidien, là, c'est la catastrophe. Chaque soir, vous avez un acteur, un metteur en scène qui vient vous parler de ses états d'âme. Et c'est indécent, en fait. Donc, la parole de la classe laborieuse, elle est absente. Donc, faut faire en sorte qu'elle existe. Les mouvements sociaux, c'est toujours des super occasions pour qu'elles existent. Parce que du coup, déjà, un mouvement social, il y a un effet de masse. On se voit en tant que classe, quoi. On se voit dans la rue. Et moi, j'ai vraiment eu ce sentiment dans les manifestations de Gilets jaunes, comme dans d'autres manifestations, mais là, c'était encore plus fort. C'était la masse de gens qui avancent. On ne sait pas vraiment vers quoi on avance, mais au moins on avance ensemble et ça, c'est déjà énorme. Donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut plus de mouvements sociaux, mais aussi, il faut aussi des organisations qui soient plus représentatives de ce qu'est la population. Et actuellement, je trouve que les partis politiques ne sont pas les partis politiques qui nous concernent. Hein, je ne parle pas des partis politiques bourgeois qui sont majoritaires, c'est normal qu'ils ne soient pas représentatifs, mais les autres, ça serait bien qu'ils le soient un peu plus. Voilà, on pourrait imaginer un système politique ou médiatique. Voilà, bon, ça, il faudrait qu'on ait déjà pris le pouvoir, mais je veux dire, pour ce qui est de cette représentation de la classe laborieuse, il faut faire en sorte qu'à la télé, on voit 80% de membres de la classe laborieuse, parce que c'est leur poids dans la société. Or, actuellement, à la télé, vous voyez plus de 70% de cadres et professions intellectuelles supérieures. Ça, c'est les stats du CSA. En politique, c'est pareil, l'Assemblée nationale, c'est plus de 90% de cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc, en fait, on ne se voit pas en tant que classe. Alors, comment on peut s'identifier? Comment on peut s'entendre, quoi? Mais bon, je pense que voilà, chacun fait ce travail-là au quotidien, de partager ses expériences avec ses proches, d'en parler et tout. Enfin, faut pas s'imaginer que la classe laborieuse, elle est que désarmée par rapport à ce qu'il arrive. Je pense que tout le monde met en place des mécanismes. Moi, j'ai l'impression d'être entouré d'amis avec qui on parle de nos problèmes au travail, on s'entraide, etc. Ou des collègues. Enfin, tout le monde à son niveau, sans que ça soit la révolution, est en résistance par rapport au système capitaliste. Et peut-être qu'il faut aussi le dire, parce qu'en fait, personne ne se laisse faire, moi, je trouve. Mais c'est vrai que toute la question maintenant, c'est comment, vers où on peut aller, mais ça on le sait, mais surtout comment. Et je viens de parler un peu des médias, donc c'est vrai que la télé aujourd'hui, on se dit, mais quand on rencontre pas mal de gens via les mouvements sociaux, dont celui des Gilets jaunes, la plupart nous disent que eux non plus ne regardent plus spécialement la télé. Moi, je me suis demandé si est-ce qu'on sous-estime pas aussi en fait cette classe laborieuse en se disant qu'elle aura pas de moyens de se voir par d'autres moyens que ceux qui ont été mis en place finalement par l'autre classe qui est en face, la bourgeoisie. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être pour se voir les uns les autres et essayer de développer aussi ce sentiment, ces rencontres en fait, que d'attendre une crise en quelque sorte. Je pense, comme je dis, je pense que les gens le font déjà dans leur vie quotidienne, quoi. Enfin, on est des animaux sociaux, machin, solidaires. Enfin, moi, je trouve que donc, voilà, c'est important d'ailleurs quand on veut décrire une classe révolutionnaire, de pas la décrire comme apathique, quoi. Enfin, et ça, d'ailleurs, c'est un point important dont je voulais parler, c'est de voir comment dans le discours à gauche, mais pas seulement, même parmi les gilets jaunes eux-mêmes, dans les différents groupes et tout, moi, je suis toujours consterné de voir qu'il y a toujours plein de gens qui disent ah, de toute façon, les gens se bougent pas, c'est des veaux, c'est des moutons. T'entends ça tout le temps, et moi, ça, je trouve ça démoralisant, et surtout, c'est faux. Et puis, ça sert à rien de dire ça. Voilà, donc, je pense déjà dans les habitudes à rompre, il y a ça. Même si par moment, on peut être un peu désespéré de la situation, s'en prendre aux gens, dire que ce sont des moutons, ça n'aide en rien, ça n'aide personne. Voilà. Ça, je pense, c'est une habitude militante à avoir, mais j'en ai vraiment pris conscience cette année. Voilà, j'avais écrit un article dans Frustration qui s'appelle Pourquoi dire les gens sont cons, c'est con. Voilà, pour commencer. Donc, effectivement, on n'est pas que des gens aliénés, quoi. On est des gens qui s'entraident, etc. Et moi, je constate qu'au travail, au travail en général, tout le monde essaie de s'entraider dans la mesure du possible. Ensuite, effectivement, on est dépossédé de nos médias. Alors, la solution, c'est de faire ce que vous faites, c'est de faire ce que j'essaie de faire, quoi. C'est-à-dire de faire nos propres médias, hein. Plutôt que de détester les médias, soyez le média. Je ne sais plus qui disait ça, mais ça me semble être un bon slogan. Il y a ça, évidemment. Et puis, il y a essayé de, je pense, constituer la solidarité autour de soi dès qu'on peut, quoi. Et ça passe pas forcément par des endroits politiques. Ça peut être des clubs de sport et tout. Enfin, moi, je sais pas, je vais dans une salle de sport dans ma ville à Saintes. Je constate qu'il y a un collectif qui se crée, que les gens parlent politique et tout. Et déjà, un endroit comme ça,
qui est pourtant une banale salle de sport, hein, qui est pas communiste ou quoi que ce soit, bah, je trouve qu'il s'y joue des choses, quoi. Voilà, faut réfléchir à ça, à ces différents espaces. Et pareil, quand je me tourne vers l'histoire sociale, eh bien, le mouvement ouvrier, il s'est beaucoup constitué à l'origine. Voilà, c'est pas que la première internationale, Marx, des grands textes, c'est aussi des coopératives d'entraide, des caisses d'assurance solidaire, vraiment des choses qui étaient là pour faciliter le quotidien, qu'on soit politisé ou pas. C'est ça qui produisait aussi une conscience de classe. C'était aussi, bah, voilà, c'était aussi le sport, c'était aussi des lieux de sociabilité. Donc peut-être que ça se fait déjà, hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de monter des trucs autour d'eux. Et dans la suite du mouvement des Gilets jaunes, bah, il y a plein de gens qui sont mis à faire des choses, à créer des collectifs, à essayer d'ouvrir, je sais pas moi, des bars, des cafés. Enfin, on assiste à ça. Alors peut-être, pour le coup, ça passe sous les caméras. C'est pas des trucs éclatants, mais je pense que on va en voir de plus en plus. Donc je mise pas mal là-dessus. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, parce que là tu parlais des luttes de sociabilité, et de certains de ces luttes de sociabilité, en fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'acceptation de la classe ouvrière en se disant, tant qu'on est bien, tant qu'on améliore notre confort matériel, on peut continuer à aller travailler chez Michelin pour le SMIC à 8 balles de l'heure. Et est-ce que ça n'a pas joué des mauvais tours? Est-ce que dans ce cadre-là, la gauche, les syndicats n'ont pas été un petit peu, justement, là par contre j'emploie le mot un petit peu plus à dessein, un petit peu les collabos des capitalistes? Bah, ça dépend, il faut bien distinguer dans les initiatives. Tu as raison, hein, il y a eu toute une gestion paternaliste des entreprises pour créer de l'adhésion. Voilà, la quête de la bourgeoisie, c'est de faire croire, c'est que la classe laborieuse pense elle a des intérêts communs avec elle, qu'elle prend soin d'elle, qu'elle a besoin d'elle. Voilà, ça. Donc effectivement, il y a eu ce paternalisme-là. Après, il faut voir qu'historiquement, ce qui s'est aussi beaucoup développé, c'est des accès à des loisirs et tout via les syndicats. Par exemple, via les comités d'entreprise, qui est quand même un truc qui a été arraché à la bourgeoisie dans l'après-guerre. Et les comités d'entreprise, le principe, c'était pas le patron. Certes, c'était le patron qui finançait, mais c'est pas lui qui gérait l'argent, c'est pas lui qui s'attribuait le mérite, c'était les syndicats. Et donc, c'était beaucoup plus progressiste. Et ça, toutes ces structures, elles ont globalement été beaucoup affaiblies. Moi, j'ai travaillé et je travaille encore occasionnellement pour des CSE. Maintenant, ça s'appelle CSE, Comités socio-économiques. C'est ce qui a remplacé du coup les comités d'entreprise, les CHSCT, etc. Bon, on voit que ces structures, elles sont plus aussi fortes qu'avant. Elles ont plus vraiment de potentiel révolutionnaire, quoi. Enfin, il y a des tickets vacances, des chèques vacances qui sont proposés. Mais d'une façon générale, en même temps, en France, ce que tu décris, ça existe quasi plus. Les entreprises, elles prennent plus du tout soin de leurs salariés. Tout ce qu'elles veulent, c'est payer le moins possible. Pour ça, elles sont prêtes à tout. Et du coup, ce paternalisme, il n'existe plus parce qu'ils sont devenus trop pingres pour le mettre en place. Et ça, ils ont peut-être tort d'ailleurs. Parce que du coup, des salariés français qui adorent leur employeur, il n'y en a plus beaucoup, honnêtement, vu comment ils se font maltraiter et comment le moindre centime, la moindre machine à café est une concession. Donc, je suis pas trop inquiet pour ça. Après, c'est sûr que si ça se représente à un moment donné, il faudra faire super gaffe. Ça, je suis d'accord avec toi. Et d'une façon générale, sur le syndicalisme, bon bah, beaucoup de syndicats se sont rangés du côté des directions parce qu'à un moment donné, ils pensaient pouvoir obtenir des choses, etc. Et or, on voit qu'à la fin, ils se sont quand même fait bouffer. Donc, il y a des leçons à retenir de l'histoire, hein. Bah, moi, je pense que la leçon principale, c'est que on peut pas composer avec la bourgeoisie, que la bourgeoisie, même si elle donne ça à un moment, elle voudra le reprendre 5 ans plus tard. Voilà. Et je pense que bon, mais ça, cette idée, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un gros gauchiste, alors que c'est une idée de bon sens. Mais bah, y a du boulot pour qu'elle se diffuse plus, quoi. Oui, ce que vous disiez, ça me fait penser, est-ce que finalement, c'est pas toujours un problème de rapport de force? C'est-à-dire que la bourgeoisie, ben, quand elle est obligée, parce que face à elle, il y a une classe laborieuse qui est relativement consciente d'elle-même et organisée, bon, bah, du coup, elle lâche des trucs. Et puis quand la classe laborieuse, donc nous, eh ben, on est complètement désorganisé, on ne sait même plus ce qu'on est, on ne sait même plus où sont nos intérêts. Du coup, elle en profite, elle reprend tout ce qu'elle peut et on arrivera de nouveau à récupérer quelque chose que quand on sera en position de force, en fait. C'est toujours ce jeu de balance. De quel côté est la force? Bah oui, à fond, tu as tout résumé. C'est exactement ça. Et je pense que cette idée, là, ce constat, il faut le matraquer. Il faut que tout le monde soit au courant que c'est comme ça que ça se passe. Et
que ça s'est toujours passé comme ça. Et du coup, ça me fait me dire qu'il faut faire attention parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont une culture un peu du compromis, qui pensent que en fait, les puissants vont nous entendre, si vous voulez, si on leur demande, quoi. Et il y a eu pas mal ça, même pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est humain, mais de se dire Macron, il va céder, il va comprendre notre situation et il va céder. En fait, non, il a cédé uniquement parce que c'est devenu trop dangereux pour lui et pour la bourgeoisie, pas parce qu'il a compris et qu'il est devenu solidaire des pauvres et du fait que le prix du carburant était trop élevé. Il s'en fout complètement. Ces gens, ils ont envie de nous faire des taxes carbone parce qu'ils ont envie de nous faire payer leur crise écologique. Voilà, et ils vont continuer de le faire, et la prochaine fois, ils remettront. S'ils ont l'impression qu'entre-temps, on est désarmés, ils remettront. La réforme des retraites, c'est pareil. Ils ont suspendu la réforme des retraites. Alors certes, il y a eu Covid et tout, mais il y a eu aussi un gros mouvement social. D'une façon générale, ils se disent que c'est explosif, et donc c'est très bien qu'ils se disent que c'est explosif. Ça veut dire qu'on a un bon rapport de force. Mais c'est pas parce qu'ils ont compris que ça nous nuisait et que c'était les pauvres qui allaient crever les premiers avant d'avoir atteint leur retraite. Ça, ils le savent parfaitement. J'allais poser une question justement sur la situation écologique, mais tu viens de l'évoquer. C'était là-dessus justement parce que c'est vrai qu'on évoquait le fait que potentiellement des entreprises puissent recéder à quelques petits remboursements entre guillemets de ce qu'elles font payer à tout le monde. Mais ça paraît plus ou moins improbable, il me semble, quand on regarde la situation écologique aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on voit ça de sitôt. Mais si tu as quelque chose à ajouter sur cette question-là, mais sinon, je n'ai pas plus de questions. Non, mais tu as raison, la question écologique, on pourrait se dire, vu la situation, son urgence, il va y avoir des choses qui vont être cédées, mais non, enfin, ça aussi, peut-être, c'est un truc à bien répéter quand on peut, quoi. C'est-à-dire que la structure du capitalisme fait que, actuellement, sur une entreprise, les actionnaires, ils ont besoin de 15% de retour sur investissement, enfin, c'est ça la norme, et quand on veut 15% de retour sur investissement sur un an, tout est mesuré, quoi. Donc, on va pas aller faire des largesses écologiques. Donc, c'est pas dans leur logiciel de pouvoir arrêter ce qu'ils font, quoi. C'est une machine inarrêtable. Donc, effectivement, dans cette perspective, il n'y a que la contrainte qui peut arrêter, qui peut arrêter la situation, hein. Que la contrainte. Et actuellement, le niveau de contrainte, il est très faible, très très faible. Et c'est pas sous Macron qu'il a été fort, évidemment. Donc on va pas terminer sur une note trop négative parce que voilà, tu disais qu'il y a que la contrainte qui pourra les arrêter, ni la fin de l'exploitation des matières premières, ni la fin de l'exploitation des hommes d'ailleurs ne les arrêteront. On est d'accord. C'est un combat pour moi qui est également centenaire. Enfin voilà, ça fait depuis les débuts de la société industrielle, donc on est d'accord là-dessus. C'est bien de poser le constat. J'espère que les gilets jaunes qui vont regarder cette interview et qui vont la faire tourner au maximum vont un petit peu réaliser où on en est tous, voilà, ensemble. Moi, j'ai une dernière question. J'essaie d'élargir un petit peu les horizons pour pas finir sur une note trop négative, mais selon toi, et en quelques mots, sans être trop long, excuse-moi, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi les Gilets jaunes sont le début et éventuellement comment tu vois la démocratie de demain, la démocratie débarrassée de l'oligarchie ou de cette caste bourgeoise, appelons-la comme on veut, et comment tu vois le monde, le vrai monde d'après en fait. Alors, il y a deux grosses questions, mais je vais essayer de répondre de façon brève et je m'excuse d'avance si ça fait un peu slogan. Alors, sur les Gilets jaunes, de quoi c'est le début? En tout cas, c'est peut-être le début d'une recomposition d'une conscience de classe et d'un mouvement social qui ne soit pas uniquement centré sur ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire quelques organisations syndicales, pas toutes, quelques partis politiques, pas tous, et qu'il y avait un cercle de gens et que c'était toujours plus ou moins les mêmes qu'on retrouvait aux manifs, même si ça pouvait être massif, il y avait un plafond de verre. Là, les Gilets jaunes, ça a mobilisé une autre catégorie de la population, une autre catégorie de la classe laborieuse qui n'était pas structurée dans ces organisations, et c'est ça qui lui donne un potentiel créatif sur le plan politique et même syndical. Tout est inventé et c'est très bien parce que ce qu'on constate historiquement, c'est le moment où la classe ouvrière a pris sa force, c'est à la fin du 19e siècle quand tout était à inventer. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu les choses les plus... en tout cas, on a eu des choses très fortes, très, très, très bien. Donc voilà, pour moi, c'est le début de quelque chose sur le plan de la lutte des classes. Et je pense qu'on parle beaucoup plus de lutte des classes, d'ailleurs, depuis les Gilets jaunes, parce que ça a vraiment visibilisé ça. Et donc, ça a donné un peu de la force à tout le monde. Voilà. Après, ne négligeons pas le fait qu'en France, on a la Ve République et du coup,
les vieux mécanismes se sont réinstallés, et là, on va vers une élection qui est à fond centrée sur des vieux mécanismes. Et donc, bien sûr qu'à court terme, c'est très désespérant, mais la lutte des classes, c'est quelque chose qu'il faut regarder toujours à moyen et à long terme. Et donc là, les perspectives, dans ce sens, sont, pour moi, assez réjouissantes. Et puis le deuxième point, ça serait quoi une démocratie qui fonctionne vraiment, une vraie démocratie? Pour moi, ce serait une société sans classe. Parce que ce qu'on voit, c'est que tant qu'il y a une division en classe sociale avec une classe sociale supérieure, eh bien cette classe sociale supérieure qui monopolise les richesses des autres et se nourrit du travail des autres, eh bien elle a toujours besoin de l'outil politique. Voilà. Et Marx, il disait à l'époque il disait des gouvernements des différents pays, il disait que c'est que le comité de gestion de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'en réalité, même dans des démocraties soi-disant, les gouvernements, en fait, c'est que des choses chargées de faire les arbitrages entre les intérêts divergents de la bourgeoisie. Parce qu'à l'intérieur de la bourgeoisie, il y a des intérêts divergents. Les bourgeois, entre eux, ils ne s'aiment pas toujours. Les patrons, ils sont concurrents. Voilà, il y a différents types de bourgeoisie. Il y a une bourgeoisie plus aristocrate, une bourgeoisie plus financière que représente Macron. Et actuellement, ce qu'on voit avec Zemmour, même Le Pen et tout, c'est la revanche de la vieille bourgeoisie, on va dire un peu plus aristo, un peu plus patrimoniale, contre la bourgeoisie financière qu'elle déteste. Mais en fait, le conflit, il est entre eux. Bon, entre eux, et puis il y aura des conséquences sur nous, surtout. Hein, et puis sur les populations issues d'immigration, sur les homosexuels, sur les femmes plus particulièrement. Parce qu'évidemment, au passage, ils charrient tout un tas de valeurs. Donc voilà pourquoi, tant qu'on n'a pas mis fin à la société de classe, on n'aura jamais de démocratie, parce qu'on aura toujours une classe capable de manier ces outils-là. Et on aura beau penser le système le plus parfait avec des référendums, avec un parlement plus représentatif, etc. La bourgeoisie, si elle a son niveau de puissance actuel, elle arrivera toujours à déjouer les mécanismes. Parce que, vous voyez, c'est comme les lobbyistes, quoi. Les lobbyistes, c'est des gens qui sont payés pour trouver la faille. Et vous avez beau mettre des réglementations, le lobbyiste, c'est quelqu'un qui passe ses journées à savoir comment il peut contourner la réglementation, comment il peut corrompre sans que ça soit illégal. C'est pareil à l'échelle de la démocratie. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est ça le préalable. Et une société sans classe, c'est une société très intéressante parce que c'est une société où ceux qui travaillent sont ceux qui décident. Donc, ça veut dire que la démocratie, elle n'est pas seulement dans la vie institutionnelle, politique, mais elle est aussi dans la vie du travail. Et donc, pour moi, je trouve que ça ouvre des perspectives, parce que ça veut dire que notre travail, ce ne sera pas quelque chose d'aliéné par des ordres absurdes qu'on ne comprend pas et destiné à augmenter le profit de quelques-uns, que ce soit d'ailleurs dans le privé via les actionnaires, mais aussi dans le public via des hauts fonctionnaires qui s'arrogent le prestige, les revenus, etc. Eh bien, ça sera un lieu beaucoup plus passionnant, parce qu'il sera beaucoup plus libre et donc beaucoup plus créatif. Et ça, c'est aussi des perspectives assez réjouissantes. Et après, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je commence par dire que ça serait une société sans classe. Voilà. Très bien. Merci pour ta vision de la démocratie de demain, qui finira par advenir, j'en suis sûr, sur le moyen ou le long terme. J'ai bien retenu. Merci à Louise, merci à Gwen, merci à toute l'équipe de CDR qui se mobilise et qui se casse le bol pour organiser ces entretiens. Et peut-être qu'on sera appelé à se revoir, Nicolas, j'espère. On mettra la description et les liens de Frustration Magazine et de tes ouvrages, dans nos descriptifs à nous. Et on te remercie encore au nom de toute l'équipe d'être venu nous voir ce soir. Merci beaucoup pour votre invitation. Désolé d'avoir tardé à l'honorer, mais en tout cas, je suis très content d'avoir été avec vous ce soir et je vous souhaite bon courage pour la suite. Alors. Merci Nicolas. Merci. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci. Bonne soirée.